Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous parler effectivement de thrombophilie biologique et l'impact sur la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique. Alors ici, mes liens d'intérêt qui sont finalement multiples, à la fois sur le plan des partenaires privés que publics. Et ici, je ne vous expose que des travaux publics. Donc en fin de compte, je n'ai pas de conflit d'intérêt ici. L'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde sont deux manifestations cliniques d'une même entité, comme vous le savez, la maladie thromboembolique veineuse. C'est fréquent, c'est potentiellement très grave, jusqu'à 15% de mortalité à 3 mois, avec des taux de récidive qui varient entre 3 et 15% la première année, car c'est une maladie multifactorielle qui est liée à la fois à des circonstances cliniques, mais aussi biologiques, acquises et héréditaires. Et c'est une maladie aussi à risque de séquelles parfois extrêmement graves, comme l'hypertension pulmonaire. Alors, quand on parle des thrombophilies, finalement, on a d'abord observé ce qui se passait. D'abord, on fait de la clinique et on observe qu'il y a un phénotype particulier de patients plutôt jeunes, avec une histoire familiale assez forte, thrombose plutôt idiopathique, sans facteur déclenchant et récidivante. Et ce sont sur ces groupes de patients-là qu'on va découvrir les premières thrombophilies en 65 avec le déficit en antithrombine, puis les déficits en protéine CS. Ce sont des pertes de fonction. C'est très rare, mais en revanche, l'expression clinique est très importante. Le risque thrombotique est majeur. Et en 94, on découvre cette fois des mutations avec un gain de fonction, et c'est notamment la mutation sur le gène qui code pour le facteur 5 et qu'on appelle communément la mutation Leiden. Et là, on entre dans le concept de la maladie thromboembolique veineuse génétique, car elle est très fréquente, présente chez 20% des patients. Et en revanche, le risque thrombotique, lui, est tout de même moins intense. Mais tout de même, lorsqu'on fait aujourd'hui un bilan de thrombophilie chez un patient avec une maladie thromboembolique veineuse, environ dans 30% des cas, on va donc retrouver une thrombophilie héréditaire. Alors, il y a deux questions qui se posent. D'une part, pour le patient qui a une thrombophilie dans le contexte de thrombose, est-ce qu'il est plus à risque de récidiver? Est-ce que ça justifie d'allonger la durée de traitement en pratique? Et ensuite, est-ce que la présence de ces mutations est utile pour détecter les membres de famille au premier degré à risque et proposer éventuellement une prévention? Et on va voir qu'au travers de deux travaux, on va remettre en cause ces deux conduites à tenir. La première hypothèse, c'est est-ce que les patients qui ont une thrombophilie héréditaire ont un risque de récidive supérieur à ceux qui n'ont pas de thrombophilie héréditaire? Et ça, on l'a examiné au travers d'une grande étude randomisée contrôlée, qui est donc récemment acceptée dans le JAMA et qui constitue aujourd'hui la plus grosse étude sur le sujet. Nous avons comparé 2 ans à 6 mois de traitement anticoagulant en double aveugle pour un premier épisode d'embolie pulmonaire non provoquée. Et je vous montrerai en quoi la présence ou l'absence d'une thrombophilie, finalement, a peu d'impact. Pourquoi les MVTE non provoquées? Parce qu'elles sont à haut risque de récidive, et c'est dans ce domaine-là que la durée de traitement est incertaine. Alors l'objectif principal, c'était de démontrer la supériorité d'un traitement supplémentaire de 18 mois, comparé au placebo, sur le risque de récidive de maladie thromboembolique veineuse ou de saignement grave, pendant les 18 mois de traitement à l'étude chez des patients qui ont évidemment été traités 6 mois initialement pour un premier épisode d'EP non provoqué. Les objectifs secondaires, c'était de déterminer si ce bénéfice très probable était conservé une fois qu'on arrête le traitement à l'étude et d'identifier des facteurs de risque de récidive. Alors si je vous donne les résultats rapidement, à 18 mois, c'est-à-dire pendant la période de prolongement de traitement anticoagulant, eh bien, on a 80% de réduction de risque de récidive ou d'hémorragie sous warfarine comparé au placebo. En revanche, lorsqu'on regarde, alors c'est essentiellement lié au risque de récidive qui est réduit de 90% sous traitement anticoagulant, sans qu'on ait de surrisque hémorragique significatif, avec des taux de 2% qui sont tout à fait classiques sous anticoagulant. Mais plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'objectif secondaire, mais plus intéressant, c'est que ce bénéfice observé à 18 mois, eh bien, il est perdu une fois qu'on arrête le traitement anticoagulant. Et c'est un suivi conséquent puisqu'ils sont suivis pendant 2 ans après l'arrêt de tout traitement anticoagulant. Et vous voyez qu'ici, les résultats ne sont plus différents entre les deux groupes, que ce soit en critères combinés, en taux de récidive ou en risque hémorragique. Donc c'est un peu plus facile, évidemment, sur une courbe où on voit bien que pendant la phase de traitement, eh bien, le bénéfice est majeur sous traitement anticoagulant et qu'une fois qu'on arrête le traitement anticoagulant, les courbes vont se croiser et la différence entre les deux groupes n'est plus significative à long terme. Donc traiter 6 mois ou 2 ans, finalement, n'influence pas ultérieurement le pronostic.
Et si on regarde ensuite l'influence des thrombophilies, d'une part en analysant strates, eh bien vous voyez qu'ici, que ce soit à 18 mois ou à 42 mois, il n'y a pas de différence sur l'effet thérapeutique qu'une thrombophilie soit présente ou non. Donc à 18 mois, vous avez 90% de réduction de risque de récidive, qu'une thrombophilie soit présente ou absente. Quand c'est absent, c'est 70% de réduction, mais il n'y a pas d'interaction, donc l'effet thérapeutique est homogène. Et à 42 mois, eh bien même si en apparence il pourrait y avoir une petite différence, il n'y a pas du tout de différence entre les deux. On n'a plus d'effet thérapeutique à 42 mois, que l'on soit porteur ou non d'une thrombophilie. Et puis encore peut-être plus convaincant, c'est maintenant d'analyser est-ce que la présence d'une thrombophilie finalement est associée sur l'ensemble de la cohorte à un risque de récidive accru, en prenant en compte bien sûr l'effet traitement. Et qu'est-ce qu'on isole? Bien entendu l'âge, on pouvait s'y attendre, la présence d'une hypertension pulmonaire au moment du diagnostic d'embolie pulmonaire, ce sont des embolies pulmonaires graves, donc quand c'est grave, ça récidive plus, lorsqu'ils ont des séquelles à 6 mois de traitement anticoagulant, et lorsqu'il y a des séquelles de phlébite. Et lorsqu'on regarde tout le bilan thrombophilique, que ce soit le bilan thrombophilique poolé ou par thrombophilie, il n'y a aucune thrombophilie qui ressorte. Il n'y a donc pas de surrisque associé à la présence d'une thrombophilie, qu'elle soit héréditaire, acquise, mineure ou majeure, chez ces patients qui ont une maladie thrombolytique veineuse non provoquée. Donc, en contexte de maladie non provoquée, le risque de récidive est élevé, pas d'impact de l'allongement de la durée de traitement, et pas d'impact de la présence ou non d'une thrombophilie. Et ça fait supposer que les patients qui n'ont pas de thrombophilie détectable ont probablement une thrombophilie qui est non connue à ce jour. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir explorer avec le risque familial. Alors, le risque familial, la première question, c'est quel est le risque intrafamilial? Parce qu'un patient qui a une thrombophilie, on se dit, c'est bien, on va pouvoir screener les membres de famille et distinguer ceux qui sont porteurs, à risque donc thrombotique, et ceux qui sont indemnes de cette mutation et qui ne sont pas à risque. Et donc ça, nous l'avons exploré il y a maintenant quelques années dans une grosse enquête familiale où vous voyez 160 patients avec une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire et un facteur 5 Leiden. Et on a ensuite recherché chez les membres de famille, 500 membres de famille, ceux qui étaient porteurs de cette thrombophilie et ceux qui en étaient indemnes. Et lorsqu'on regarde les pourcentages de membres de famille qui vont développer une maladie thrombolytique veineuse, 14% versus 5%, on se dit, c'est bien, c'est discriminant, ça semble intéressant, mais c'est en univarié. Lorsqu'on est en multivarié, lorsqu'on ajuste sur l'âge, etc., on voit que la mutation à l'état hétérozygote, c'est 2, c'est pas beaucoup plus. C'est pas les 5 à 8 qui étaient montrés sur les études 4 et moins princeps. On est sur un risque qui est modéré. En revanche, lorsque c'est homozygote, c'est évidemment un petit peu plus élevé. Mais encore plus intéressant, c'est cette courbe ici où on voit le risque thrombotique chez ces membres de famille en fonction de l'âge. Donc plus on est âgé, plus on est à risque thrombotique, ça colle avec la courbe dans l'incidence de la population générale. Mais le plus intéressant, c'est la courbe en pointillé, chez les patients qui ont moins de 40 ans. Donc évidemment, ils sont moins à risque que ceux qui ont le facteur 5 Leiden. Très bien. Mais lorsqu'on estime précisément l'incidence annuelle, eh bien en fait, ces patients qui n'ont pas, ces jeunes patients qui n'ont pas la mutation Leiden, eh bien ils ont un risque environ une incidence de 1 à 3 pour 1000, ce qui est 3 à 10 fois supérieur l'incidence dans la population générale pour cette classe d'âge. Et donc finalement, sur ces travaux-là, eh bien on a ceci. Certes, les membres de famille qui ont la même thrombophilie que le K-index ont un risque supérieur à ceux qui n'ont pas cette thrombophilie, mais les membres de famille qui n'ont pas cette thrombophilie sont plus à risque que la population générale. Premier fait troublant qui nous indique que probablement on est dans des mécanismes polygéniques à côté desquels on passe. Et donc cette thrombophilie n'est pas extrêmement discriminante. Alors finalement, qu'en est-il après? Dernier chapitre, sur le risque interfamilial. Et ça, c'est la deuxième hypothèse majeure. Les patients qui ont une maladie thrombolytique veineuse non provoquée sans thrombophilie détectable sont probablement porteurs d'une thrombophilie non connue à ce jour, et on pense qu'elle pourrait être héréditaire. Et si cette hypothèse est vraie, eh bien le risque familial de maladie thrombolytique veineuse devrait être identique que le patient soit porteur ou non d'une thrombophilie. Alors ça donne ça, c'est sur une étude de près de 3000 membres de famille entre Brest et 5 centres canadiens. Et l'objectif ici était d'établir, d'évaluer l'impact de la thrombophilie héréditaire sur les familles. Alors, presque 400 patients K-index avec une maladie thrombolytique veineuse non provoquée, un tiers ont une thrombophilie détectable, 2 tiers n'ont pas de thrombophilie détectable. Et lorsqu'on regarde chez les membres de famille respectifs, 1700, eh bien, vous voyez, on a 8 et 5%.
on se dit, tiens, quand même, il semble qu'il y ait une petite différence. Tout de même, chez les membres de famille de patients qui ont une maladie thrombotique veineuse non provoquée avec une thrombophilie, on a l'impression quand même, globalement, dans cette famille, il y a quand même un petit peu plus de thrombose. Mais ça, une fois de plus, c'est sans compter une analyse ajustée sur un certain nombre de paramètres. Et en fin de compte, le principal résultat, c'est que d'une part, lorsqu'on ajuste sur notamment l'effet âge, eh bien, la présence ou l'absence d'une thrombophilie n'influence plus le risque thrombotique familial de façon significative. Et surtout, et on pouvait s'y attendre, c'est l'âge de survenue de la maladie thrombotique veineuse qui influence le risque familial. Vous faites une maladie thrombotique veineuse avant 45 ans, eh bien, le risque familial est 3 fois plus élevé de faire une thrombose que si vous avez fait une maladie thrombotique veineuse après 70 ans. Et on a effectivement complété le travail, on a bouclé la boucle en regardant cette fois-ci sur les thromboses provoquées, où on sait que là, le risque est très faible de récidiver. On ne pense pas qu'il y ait spécialement de thrombophilie. Et on peut vous le confirmer, effectivement, ici, comme vous le voyez, on a des taux de thrombose dans la famille qui sont très faibles, entre 1 et 3%. Et finalement, si on simplifie, eh bien, dans le cadre de propositus qui ont une maladie thrombotique veineuse non provoquée, on a 6% de risque familial, mais en fait, c'est potentiellement plus. Et dans le cas de thrombose provoquée, eh bien, chez les membres de famille, on a un très faible risque, ceci qu'il y ait ou pas une thrombophilie, c'est complètement indépendant. Donc, la conclusion, c'est chez les membres de famille, eh bien, le risque est 3 à 4 fois plus élevé si le cas index a une maladie thrombotique veineuse avant 45 ans, ou si cette maladie thrombotique veineuse était non provoquée. Et puis, on a aussi montré, évidemment, qu'avec le nombre de membres de famille atteints, le risque était très élevé et que c'est non lié à la présence d'une thrombophilie héréditaire détectable. Pour conclure, la présence d'une thrombophilie n'est pas associée à un risque accru de récidive, n'identifie pas correctement les familles à risque de maladie thrombotique veineuse. Elle est finalement assez peu discriminante au sein des familles. Et finalement, ces études remettent en cause l'intérêt d'un dépistage en routine systématique. Et finalement, dans le contexte d'un phénotype de maladie thrombotique veineuse non provoquée, il est probable que la majorité des patients soient porteurs d'une thrombophilie non identifiée. Et ça nous permet maintenant de retourner à la recherche fondamentale avec un projet de PHRC qui est en cours actuellement, avec l'identification de nouveaux variants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura quelques questions. Monsieur Ardayou. Oui, je voulais vous demander, vous en avez dit un mot dans votre dernière phrase. Est-ce qu'on a fait des Genome-Wide Association Study, enfin des études pangénomiques pour parler français, entre des gens normaux n'ayant jamais eu de maladie thromboembolique et des gens ayant eu des maladies thromboemboliques sans avoir une des mutations connues? Ça n'a pas été spécifiquement fait. Aujourd'hui, vraiment, les voies, ça reste centré sur ces maladies, sur ces populations où il y a un risque thrombotique. Par contre, une des approches vraiment intéressantes de ces dernières années, c'est plutôt que de ratisser tel un rouleau compresseur russe avec les techniques de GWAS, plutôt que d'aller sur des méga-populations, il y a même des études qui s'appellent méga-studies, et bien au contraire, on retourne aux phénotypes. On identifie des phénotypes très forts. Ce qu'on a fait là dans la dernière étude là, que je conduis, c'est d'identifier des familles. On remonte au premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Et en plus en Bretagne, c'est assez facile à faire parce que les familles sont facilement disponibles. Et chez ces familles, on les sélectionne sur le fait qu'il y a au moins 3 individus qui ont fait une maladie thrombotique veineuse sans aucune thrombophilie détectée. Et là, on identifie, donc on pratique ensuite des techniques de whole exome sequencing. Et là, on arrive à des résultats qui sont extrêmement intéressants. Alors, ce sont des mutations très ponctuelles, mais l'intérêt, c'est d'aller sur de nouveaux gènes. Est-ce que vous avez mis donc à l'évidence des polymorphismes génétiques dans ces familles à risque, polymorphismes génétiques qui n'étaient pas connus? Oui, donc actuellement, on en a. Voilà, donc on en a. Et ce qui est surtout intéressant, c'est non seulement on identifie des polymorphismes, mais on identifie des polymorphismes. Ce sont des familles avec des phénotypes très rares. Donc, la mutation, elle va leur être propre. Par contre, ces mutations sont sur des nouveaux gènes impliqués dans la coagulation. Et donc ensuite, lorsqu'on rescreen d'autres familles, parce qu'on a finalement tout le potentiel de famille pour rescreener ça, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on va avoir d'autres points de mutation, mais sur ces mêmes nouveaux gènes, donc d'autres polymorphismes, mais sur le même gène. Donc en fait,
plus que de découvrir la nouvelle mutation, ce sont surtout des nouveaux mécanismes qu'on va mettre en cause. Et d'autre part aussi, on est aujourd'hui clairement dans une théorie quand même polygénique, où on voit bien qu'il faut en avoir un certain nombre pour arriver à une saturation, à un niveau de seuil. Monsieur Cazenave. Est-ce que vous avez examiné, parce que c'est assez difficile, le potentiel de génération de thrombine dans ces familles? Oui. Donc, je sais que c'est difficile à standardiser, mais ça pourrait être intéressant. Alors, voilà, le résultat qu'on a sur une technique qu'on a à l'époque élaborée, ça remonte à il y a 3 ans. On n'était pas totalement satisfait des résultats, c'est pour ça que je ne les ai pas publiés. Mais j'hésite. Parce que tout de même, on met clairement en évidence sur certains paramètres, parce que c'est un test multi-résultats. Et en fait, j'ai identifié un rapport qui permet de montrer que chez les membres de famille issus de propositis qui ont une thrombophilie, eh bien, globalement, la moyenne marginale ajustée de génération de thrombine sur un rapport donné, elle va être identique à ces membres de famille de propositis qui n'ont pas de thrombophilie. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, encore plus intéressant, c'est quand on regarde, par exemple, les membres de famille qui ont un facteur 5 Leiden, issus d'un propositis qui avait un facteur 5 Leiden. Eh bien, quand on compare cette moyenne de génération de thrombine à des membres de famille qui ont un facteur 5 Leiden, mais qui n'est pas lié au propositus, parce que c'est lié à l'autre parent, donc c'est un facteur 5 Leiden qui ne s'est jamais exprimé, on a des taux radicalement différents. Et effectivement, la génération de thrombine ici nous a permis, dans les familles de fils génétiques, de sélectionner les phénotypes forts des phénotypes plus faibles. Ça a été un outil supplémentaire. Vous utilisez de faibles concentrations de facteurs tissulaires, je suppose, pour faire ça? En général, oui. Une dernière question, potentiellement? Non? Eh bien, écoutez, Monsieur Coutureau, nous vous remercions très vivement.